déjà, pour des raisons pratiques, tu pourrais nous nommer avec Flo modérateur. Ok. Est-ce que je ne sais pas si c'est la première fois que tu es sur Clubhouse. Ouais. Est-ce que tu vois, tu cliques sur nos. Voilà, super. Yes, voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, on va pouvoir gérer les flux aussi quand tu auras des demandes. Ok. Donc voilà, bon, ben, c'est cool, ça commence déjà à se connecter. Je vois qu'on est déjà une quinzaine. Mais bonsoir à tous, joyeuse Pâques. Également. J'espère que vous avez tous profité de votre journée. Ah, on a couru dans le jardin comme tout le monde. Ouais, c'est on ça. retourne en enfance. Ah ben, de toute façon, on fait ce qu'on peut parce qu'en plus, moi j'ai l'habitude d'être confiné parce que moi je suis dans le 06, donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'on subit ça. Mais effectivement, j'imagine que là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont profité de leurs dernières heures de liberté avant, je sais plus combien il a dit, l'autre là-haut. Je crois que c'est 4 semaines. Ouais. 4 semaines de confinement. Ouais. Donc on verra ça. Est-ce que si je reste comme ça, vous m'entendez bien? Ça va. On entend un petit peu d'enfants qui jouent derrière, mais je crois que c'est cette saison, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, je suis en extérieur. Yes. Ok, moi j'ai préparé des trucs parce que déjà j'ai plein de questions pour toi, Cyril. Enfin, quelques-unes. J'espère que Salut que ça tout le pourra monde vous sur le faire live Instagram. Donc la room Clubhouse a commencé sur la diversification. N'hésitez pas à poser vos questions si poser leurs propres questions. n'hésitez pas à les poser en commentaire Moi, ce que je et puis propose, je c'est les transmettrai de aux parler des intervenants. différents actifs qui existent, qui peuvent venir diversifier. Donc là, on est dans le club de l'IMO, donc normalement, les gens sont déjà ou investis en IMO ou ont une prépondérance IMO, se projettent déjà sur l'investissement immobilier. Mais l'idée, c'est de rappeler qu'il existe d'autres choses et que marcher sur 2 jambes, c'est un minimum. Qu'un tabouret, c'est à 3 pieds et qu'après, pour le reste, c'est encore mieux. Donc je pense qu'on pourrait présenter rapidement un petit peu tous les différents actifs qui existent. Moi, je vais dresser une liste. Je serais surtout très content de voir si tu la complètes. Qu'est-ce que j'ai oublié, tu vois? D'accord, après, bon, j'ai peut-être pas non plus toute la liste très exhaustive, hein, mais moi, je suis allé jusqu'à la montre de luxe. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc après, l'idée, ce serait qu'on puisse présenter un petit peu tout ça et qu'après, on puisse poser des questions. Peut-être même avoir des questions un peu Alors, c'est pas forcément l'endroit parfait pour ça, mais comme c'est quand même ton métier, si certains ont des questions précises, même si tu n'as pas toute leur situation, savoir ce que tu penses de tel ou tel actif. Et voilà, ce sera, je pense, très très enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, bonsoir à tous. Ça continue de se connecter. Flo, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Est-ce que le programme te convient? Bah oui, moi ça me va très bien. Moi je suis là pour En plus, il y a plus. Arnaud. Ah, bonjour Arnaud. Moi je suis là plus pour animer que donner mes conseils parce que pour l'instant je suis un peu diversifié en bourse mais sans plus. Bourse et crypto, mais sinon bah je suis là. Je suis aussi en direct sur Instagram pour ceux qui n'ont pas Clubhouse. Donc voilà, je pour vous transmettrai les D'accord. questions s'il y en a en commentaire. Bonjour Instagram. Ok, donc du coup, Cyril, est-ce que tu veux démarrer sur tous les différents actifs ou est-ce que j'attaque? Bah écoute, après, la liste est exhaustive, comme tu dis. Je pense que je peux faire une introduction à essayer de lister Super. la plupart les principaux actifs que nous on rencontre dans notre métier. Après, à titre personnel, tu peux avoir d'autres types d'actifs qui ne sont pas encore très intégrés justement dans les banques ou dans les institutions financières qui sont contraints en fait sous tout un tas de réglementations. Donc voilà, donc je ferai la part des choses. Après, je suis ouvert sur toutes les questions, il n'y a pas de souci. Bon, après, évidemment, tu conseilles tes clients, parce que donc, tu es banquier d'une banque privée qu'on ne citera pas. Toi, tu conseilles tes clients uniquement dans la limite des produits de ta banque. Alors, les produits de la banque, bien sûr, il y a la partie des produits qu'on vend aussi, mais on peut aussi aller au-delà et faire du conseil. Après, aujourd'hui, le conseil est très, très réglementé. Enfin, le vrai conseil avec les vraies certifications dans les domaines bancaires. Après, sur Internet, vous pouvez trouver tout un tas de personnes qui se disent conseillers en gestion de patrimoine, etc. Mais sans les certifications, c'est très risqué pour eux. Après, c'est un autre problème. Ils peuvent conseiller, mais quand on conseille, on s'engage. Voilà. Mais par exemple, toi, tu peux pas dire, je ne crois pas qu'il y en ait en France de banque aujourd'hui, tu peux pas dire,
Écoutez, moi je vous conseille de mettre 5, 4, 6% en crypto-monnaie. Alors non, effectivement. C'est clairement pas un truc que tu peux envisager. Alors si on peut parler de cette classe d'actifs, même si c'est vraiment quelques millièmes de pourcentage de notre activité, puisqu'aujourd'hui on n'en propose pas, et au contraire on fait signer des lettres de décharge à nos clients qui passent par nous pour faire des virements sur les différentes plateformes que vous connaissez. D'accord, c'est quand même très marginal. Okay. Ça veut dire qu'il y a encore un peu d'avenir sur les cryptos, on va dire à court terme, parce que si on n'a pas encore la plupart des particuliers qui s'y mettent, c'est ça peut encore, je pense, monter. Le jour où il y aura vraiment trop de particuliers, ça nous rappellera 2018, et là il faudra peut-être s'inquiéter de cette classe d'actifs. Mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients qui nous interrogent, qui se posent des questions, et là on leur dit tout de suite qu'on ne peut pas les conseiller directement dans le cadre professionnel. Après, on va leur donner les différents conseils de diversification. On n'est pas fermé, parce qu'il ne faut pas être fermé parce qu'on ne propose pas, qu'on ne le vend pas. Il faut simplement. Mais dans le cadre de ton métier aujourd'hui, oui, tu peux discuter de choses qui ne sont pas forcément proposées par ton employeur. Bien sûr. D'accord. Okay. En fait, ça fait partie des diversifications. Aujourd'hui, alors surtout dans les banques privées, où généralement la plupart des clients sont millionnaires en patrimoine. Alors, c'est pas forcément net, mais avec une valorisation d'entreprise assez importante, où c'est normal de diversifier jusqu'à l'amont, comme tu disais par exemple. Après, on ne vend pas tout, mais on conseille. Et vous ne vendez pas des Rolex. Voilà. Par contre, on leur dit pourquoi pas. Attention, néanmoins, on pose tout un tas de types de questions, les projets à court terme, ce que vous avez besoin de liquidité, etc. Et ça dépend des objectifs du client, et des appétences au risque. Mais bien sûr, on peut en parler, et puis bien sûr, on connaît plus ou moins un peu ces sujets-là, parce que de nature, on a tendance à être curieux et d'aller sur toutes les classes d'actifs s'y intéresser. Ok, donc du coup, même si ta banque n'en vend pas, tu vas pas parler que des trucs, entre guillemets, que certains diront vieillots de la banque. Il y a aussi des trucs qui sont en dehors, et vous êtes ouvert. Ok, non, c'était juste pour savoir. En fait, à ce niveau-là, les clients qui intègrent ce type de banque ou ce type de conseiller, ils sont quand même en droit d'avoir en fait une sorte de ce qu'on appelle une architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout. Après, il y a certaines choses où on va avoir nos limites d'un point de vue responsabilité civile, mais on peut parler de tout, et c'est ça qui est bien, Voilà. C'est vrai, c'est clair, ça rend le métier d'autant plus intéressant, parce que tout ce qui est nouveau est à étudier. Ok, du coup, je te laisse faire faire ton intro comme tu la sens, prélister tout ça, vas-y. Alors, je voulais d'abord vous dire qu'il y a vraiment deux types de clientèle dans la gestion de patrimoine. On a les professionnels et on a les particuliers un peu comme nous, où on ne va pas raisonner pareil. Par exemple, on parle souvent de bourse. Nous, bourse, on va parler actions, on va parler produits dérivés, turbo, etc. On va aller même sur des choses un peu plus de trading. Nous, pour les clients qui sont plus professionnels, c'est plutôt des mandats de gestion, c'est-à-dire qu'ils nous confient des avoirs et on les gère pour eux, donc ils ne s'en occupent pas. Donc ça, c'est le type de placement que nous, on peut faire, mais en règle générale, un particulier qui veut placer son argent en bourse aujourd'hui, quand il vient chez nous, généralement, il ne fait pas d'action ou de trading. Voilà. Alors, je voulais simplement vous lister par ordre de, on va dire, les actifs les plus importants aujourd'hui vers les moins importants, mais qui existent. Et souvent, on commence par les plus importants, c'est le début en fait des investissements. Plus on va descendre, plus on va atteindre une clientèle qui a vraiment déjà toutes les bases et qui après qui veut se diversifier et qui peuvent arriver à souscrire des produits très haut de gamme où on est sur des minimums assez importants. Donc généralement, les clients commencent toujours par l'immobilier. Alors c'est là pour la simple et bonne raison, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui l'immobilier c'est assez présent sur les réseaux, mais parce qu'on a un effet de levier considérable qui est le crédit tout simplement. Donc vous avez des gens qui gagnent très bien leur vie, ils ont un pouvoir d'effet de levier qui est vraiment énorme. Donc, et ça c'est bien ancré dans ces classes d'actifs. Donc après, quand on arrive à des niveaux assez importants, les gens vont plutôt aller sur les locaux commerciaux. On va être sur de la production. D'accord, tu parles de la diversification dans l'immobilier, du coup. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le foncier, comme on connaît. Alors, ils ne vont pas forcément faire de la colocation, du meublé, etc. Ils vont acheter des immeubles, ils mettent ça dans des sociétés à l'IS, et comme ça, ils profitent des amortissements. Ils ont acheté des gros immeubles, et ils laissent traîner comme ça, même plusieurs générations, on va dire. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des gros effets de levier sur des locaux commerciaux où vous allez avoir un locataire qui va donner un gros loyer, ce qui fait que ça fait quand même un gain de temps considérable.
Le risque est très important, c'est sûr, mais ça leur permet d'acquérir des locaux de plusieurs centaines de milliers d'euros avec un seul locataire et l'effet de crédit qu'il y a derrière. Donc après, on a certains qui vont aller sur du marchand de biens promotion aussi, donc parce que tout simplement ça dégage beaucoup de marge et vous avez des banques qui les accompagnent en partie sur ce type de projet, mais souvent il faut 20, 25, 30% d'apport généralement pour faire ce type de projet. Après, il n'y a pas de limite. Mais là c'est quasiment de l'entrepreneuriat, Cyril. Oui, bien sûr. Mais, comment dire, il y en a qui le font en déléguant aussi. D'accord. Ils ont une somme d'argent, ils viennent voir la banque, nous on les dirige vers des marchands, des promoteurs. Après, soit ils intègrent directement le capital de la promotion, soit ils font du crowdfunding, puisqu'ils peuvent le faire après en direct. Pour ceux qui connaissent cette classe d'actifs qui maintenant commence à être connue, on peut faire du crowdfunding en direct avec un promoteur, un marchand de biens. D'accord, et vous mettez en relation? Oui, c'est possible, on peut le faire. D'accord, ok, super. Après, c'est pas des relations qui peuvent être commissionnées. Oui, d'accord, j'entends. Je conseille où on est un peu des aiguilleurs pour nos clients. Donc voilà, donc ça c'est les principaux actifs. Après, bien sûr, on a les marchés financiers, mais pas les actions en direct. On va être sur tout un tas de produits, donc généralement on va être sur nous on va conseiller des allocations. On va proposer des allocations d'actifs qui sont dans la diversification. On a plusieurs types de diversification, donc les diversifications sectorielles, géographiques. On va être par exemple sur les placements aux États-Unis, en Europe, en Asie. À l'intérieur de ces pays, on va diversifier les secteurs, la technologie, les télécoms, etc. Et puis après, on va mettre une petite touche personnelle que le client, par exemple, aujourd'hui, ce qui est très tendance, c'est les placements dits ISR, socialement responsables, etc. Ouais, c'est bien responsable. Mais c'est pas forcément des placements qui rapportent pour l'instant. On est plutôt dans le domaine de la philanthropie, quoi. Voilà. Ouais, mais quelque part, ça vient s'équilibrer aussi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément rentable. Et quand on se couche le soir, on est content de savoir que notre argent, il sert aussi à financer des choses qui sont socialement... voilà. Alors jusqu'à présent, c'était pas très rentable, mais ça commence à l'être, puisque à l'intérieur des fonds, maintenant, il va y avoir des produits dérivés qui vont prendre des paris sur des valeurs de type Tesla, de type tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'hydrogène. Bien sûr, on le fait de façon très professionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas dire tiens, ça a l'air pas mal, on achète quoi. Non, bien sûr. Comme à la Reddit, si vous avez suivi les affaires GameStop là récemment. Tout à fait. Je pense que beaucoup sont au courant. Voilà, donc les allocations. C'est de la manipulation, concrètement, c'est de la manipulation. Oui, voilà, donc nous, on va pas. Au contraire, quand ça commence à être très présent sur les médias, etc., on préfère ne pas aller sur ce type de classe d'actifs, ou alors il est déjà trop tard. Ouais, bien sûr. Et notamment, moi j'avais une question pour toi, là, puisque tu abordes ces points-là. Donc en fait, là, on parlait d'actions. Au sens large, tu pratiques plus le stock picking du coup et tu vas créer un portefeuille comme ça ou tu vas directement te diversifier par des ETF? Alors les ETF aujourd'hui c'est en tout cas dans notre secteur on n'en entend quasiment pas parler. Aujourd'hui en fait les ETF après il faut vraiment différencier dans notre domaine et après à titre personnel c'est très peu margé, il y a très peu de frais. Donc ça n'intéresse pas les banques. Oui, d'où l'intérêt du client d'ailleurs. Voilà. Et un ETF, c'est quelque chose on y entre. Par contre, à quel moment on arbitre? Et nous, on n'est pas là pour faire rentrer les clients, on est là pour les accompagner. Donc on les fait rentrer et on les accompagne. Donc on fait ce qu'on appelle de la gestion sous mandat. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va gérer des fonds pour eux. À l'intérieur, vous allez avoir des actions, des fonds, pourquoi pas des ETF. Le client paye quelqu'un pour gérer son portefeuille. Voilà. D'accord. C'est accessible à partir de 100 000 euros. Voilà. Ok. Donc les ETF, quand il y a un client nous le demande, on va lui fournir une liste. Par contre, on lui dit directement qu'on ne pourra pas l'aider, on ne pourra pas l'accompagner puisqu'il n'y a pas de mandat de gestion. Voilà, là, la réglementation nous impose à avoir un mandat pour suivre et arbitrer. Ok, mais ça c'est parce que tu parles de clients qui ont un certain niveau et qui veulent déléguer. Toi, personne, par exemple, tu utilises l'ETF, pas du tout. Comment ça? C'est un truc que tu trouves pertinent, l'ETF, ou oui, bien personnel sûr. Donc en tant que particulier, c'est quand même très très bien. Si quelqu'un veut placer son argent en bourse et qu'il n'a vraiment pas la possibilité déjà de s'y intéresser ou par manque de temps, parce que d'accord, il y a ceux qui placent parce qu'ils veulent placer diversifié, puis c'est pas leur domaine. Après, il y a ceux qui essayent de placer et également de s'intéresser, de faire un peu de trading, comme on dit. Donc les ETF, c'est très bien parce que c'est un produit qui va être géré en quelque sorte, bien sûr à très grande échelle, et qui va refléter surtout une thématique à la base.
donc plusieurs ETF dans un portefeuille. Même récemment, Warren Buffett l'a dit, le placement idéal pour les particuliers qui ne veulent pas du tout apprendre les marchés financiers, il a clairement dit c'est se constituer un portefeuille d'ETF. Mais il n'y a pas de... Quand on est dans les portefeuilles d'ETF, ça va suivre une tendance, ça va suivre l'évolution d'un indice ou d'une action. Après, comment on arbitre? À quel moment on sort? Comment on diversifie? Je pense que c'est là la limite pour un particulier lambda, quoi. Oui, après, c'est peut-être pas forcément... Enfin, c'est peut-être une question qui se pose dans un second temps. Peut-être que d'abord, quand on commence à investir en IMO, qu'en parallèle, on veut se diversifier, l'ETF, c'est très bien. Quand on devient assez gros, on veut le voir, quelque part. C'est pas les mêmes clients, en fait. Oui, voilà. Les ETF, c'est bien pour débuter. Puis à un moment donné, quand on a un gros capital, il vaut mieux le faire gérer. Ouais, donc pour la masse... Ouais, ok, d'accord. Les frais sont pas élevés et en plus de ça, c'est un pourcentage du portefeuille. C'est généralement 0,6, 0,8, 1% en fonction des compagnies. Mais bien sûr, derrière, le gérant a une stratégie et un objectif de performance. Et souvent, les gérants surperforment les indices de référence de type Eurostock 50 ou CAC 40. Ouais, donc tout le monde est gagnant en fait. Moi j'avais vu par exemple que j'ai eu une longue discussion cet après-midi avec quelqu'un qui est peut-être dans la roue. Ouais, il est là. Justement on en parlait. Et en fait, moi j'avais fait une petite étude là sur le SP500. Ce que je voulais faire sur Instagram, partager une valeur que j'avais constatée, c'est que quelque part la meilleure façon d'investir, notamment quand on n'y connaît rien, c'est d'acheter. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, quand on est sur... j'avais regardé le SP500, si tu investis uniquement à l'ATH, donc au sommet, c'est-à-dire que le marché t'a attendu, t'achètes et ça chute. En moyenne, tu mets... non, pas en moyenne. Le maximum, je crois que tu mets 48 ou 50 semaines pour récupérer ta mise. Oui. Donc ça veut dire que si tu sais que tu es là placé à plus long terme que 1 an, tu es forcément gagnant. Et j'avais regardé que en faisant ça, en investissant systématiquement que sur les ATH des peut-être 5 ou 6 dernières années, tu faisais quelque chose comme 5% par an de performance. Ce qui est quelque chose comme 10 fois le livret A. Donc Cyril, tu peux rappeler ce que c'est ATH et tout ça parce que je pense que... Ok, ATH, All Time High, donc c'est un nouveau plus haut historique. Donc voilà, le marché, il avait un ancien plus haut historique, il a corrigé, il est redescendu. Il remonte, il repasse, il dépasse l'ancien plus haut niveau historique. Il va finir par monter, hop, il va redescendre et il va créer un nouveau plus haut historique. En ce moment, on en entend beaucoup parler parce que malgré la crise de l'année dernière, beaucoup d'indices ont regagné leur ATH. Donc si vous allumez BFM une fois par semaine, vous avez directement ou cet indice-là ou l'autre indice refait un nouvel ATH, All Time High. Et en fait, moi j'avais regardé que du coup sur le SP500, si tu achètes à chaque fois au pire moment, c'est-à-dire au moment où tu achètes, ça chute, malgré tout, tu fais une performance moyenne de en gros à 5% par an. Et je trouvais ça, finalement, la stratégie la plus simple, c'est d'acheter un truc diversifié déjà, puisque le SP500, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Et bon, si tu achètes que ça, déjà sur les 500 plus grosses américaines, tu as bien diversifié, parce qu'avoir un portefeuille avec 500 lignes, c'est quand même pas mal. Je pense que tu en penses, Cyril, au niveau de tes clients, ce que vous proposez. 500 lignes, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, ça faisait quand même une performance. Un particulier qui veut pas trop se prendre la tête et qui a du temps devant lui, parce que quand on place sur ce type de marché, il faut avoir du temps devant soi, parce que là, sur 1 an, on peut se dire, super, la bourse, ça a fait 50%, si je prends la référence du CAC, le truc classique. C'est exceptionnel, sur toutes les conditions, on sait qu'il y a, pour vulgairement le dire, nous, c'est ce qu'on dit, il y a du pognon partout, donc il faut bien le mettre quelque part. Mais c'est vrai, on imprime des billets, on ne pouvait pas le savoir non plus il y a 1 an, que ça allait être dans les marchés, mais généralement, quand on imprime des billets, ça va sur les marchés financiers via les institutionnels qui, eux, placent. Et maintenant, les banques centrales arrivent maintenant à acheter des actions. Donc, ça va continuer encore à augmenter. Alors après, quelle classe d'actifs, je ne sais pas, mais c'est certainement la S&P 500 qui va être devant tout le monde, puisqu'on est sur les 500, on va dire, plus grosses sociétés américaines, mais dedans, on a quasiment les plus grosses sociétés mondiales. C'est ça. J'ai une question sur Instagram, là, il y a marqué sur un ETF World qui permet d'avoir du 8% par an une fois lissé, qu'est-ce qu'un gérant de portefeuille peut nous faire gagner de plus? Aujourd'hui, il y a des gérants de portefeuille, il y a plusieurs types de placements. Il y a l'objectif rendement, et après, il y a donner du sens à son épargne. Alors ça, c'est tendance aujourd'hui, comme je disais, les gens veulent investir dans des choses qui
par exemple, qui ne dégagent pas d'empreinte carbone, ou qui, enfin, vous voyez, c'est un peu tendance au jour d'aujourd'hui. Donc, quand vous avez 8% par an depuis des années, un gérant, généralement, il peut faire plus. Généralement, en Europe, les gérants ne dépassent pas 40-45% de marché américain. Donc, par exemple, en ce moment, on a les pays émergents qui surperforment le marché américain. Qui surperforment largement. Exactement. Donc ça, par exemple, un gérant, il va prendre le virage assez rapidement, parce que généralement, les comités d'allocation se réunissent tous les lundis, et ils ont un portefeuille de à peu près 500-600 actions de référence, et qui bougent. Et ce portefeuille témoin, si vous voulez, c'est une allocation qui va finir dans le portefeuille des clients, enfin dans le portefeuille de gestion sous mandat. Et le gérant, lui, va essayer de donner sa petite touche personnelle, mais il a très peu de marge de manœuvre quand même. Il est surtout là pour conseiller, aiguiller un maximum. Il est disponible pour le client tous les jours, s'il faut. Donc, en gros, ça dépend des périodes. Si tu suis l'ETF Monde, tu vas avoir tu vas être diversifié sur énormément d'actions, donc il va y avoir une performance de 8%. Mais si tu es sur un gérant qui arrive à choisir les 25% meilleurs, il fera forcément plus, puisque les 8%, c'est une moyenne. C'est une moyenne et ça dépend des périodes d'arrivée sur le marché. Nous, on a des clients. Voilà, on a des clients qui en 10 ans ont fait x5, x6, ce que le S&P 500 n'a pas fait. Après, quand on parle de location, il y a énormément de variables. Vous avez les allocations sectorielles, les différents pays. Après, vous avez les techniques d'investissement progressif où les gens ne vont pas investir tout d'un coup, mais régulièrement sur plusieurs mois. Donc, il y a un lissage qui se fait avec un bon point d'entrée. Et ça, c'est souvent une erreur que les débutants, mais je veux dire, c'est pas péjoratif de dire débutants, mais les gens qui sont novices, on va dire, investissent tout d'un coup. Allez, on met tout sur le rouge, on attend, on voit ce qui se passe. En fait, nous, on conseille plutôt d'investir régulièrement. Donc, les points de comparaison ne sont pas forcément les mêmes. Après, par exemple, l'année dernière, de janvier à janvier, on a eu une performance de 10 ou 12% sur certains fonds. Vous allez me dire, le CAC 50, oui, parce qu'avec le recul, on prend le point le plus bas fin mars, et puis on prend le point le plus haut fin janvier, et puis effectivement, on se dit, le gérant, qu'est-ce qu'il a fait? Mais souvent, quand il n'y a pas de gérant, les gens sont quasiment, il y en a beaucoup qui sont sortis au mois de mars. Il faut savoir que c'est une psychologie. Là, avec le recul, on a peut-être l'expérience de dire de toute façon ça va remonter ou autre, mais je peux vous dire qu'au mois de mars, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés, malgré les conseils qu'on Les mecs qui se sont pris à moins de 30%, voilà. Il y en a qui sont rentrés au mois de décembre 2019 à 6000, ils sont sortis au mois de mars. Alors, je prends toujours la référence du CAC 40 parce que c'est une référence médiatisée, mais c'est pas forcément notre indice de référence. Mais on prend le CAC 40 qui était à 6000, 6100 et il a fini à 3007 au mois de mars. Il y en a qui sont sortis là. Alors qu'ils auraient été accompagnés, on leur aurait dit attendez, c'est normal, vous avez eu les différentes crises, vous n'avez pas placé votre argent pour un an, vous l'avez fait pour au moins 5 ou 8 ans. Laissez le temps faire, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à regarder tout de suite. Au final, on a repassé l'ATH justement de mars, juste avant la chute. Voilà. Donc les gérants, généralement, ce qu'ils ont fait au mois de mars pour la plupart de leurs clients, qui leur font confiance. On a aussi les clients on les appelle les titrars, qui sont là depuis 20-30 ans et connaissent les marchés. Il y en a qui venaient au mois de mars, les mains dans les poches, tranquilles, pour acheter. Ils savaient que ça allait... Pour acheter, bien sûr. Bien sûr. Il n'y avait pas la panique. Acheter dans le trou. On avait des clients qui avaient des millions d'euros sur des portefeuilles qui, en l'espace d'un mois, avaient perdu 300 ou 400 000. Ça ne les inquiétait pas plus que ça. Parce que pour eux, ils n'avaient pas, dans leur tête, ils n'ont pas besoin de ces fonds-là. Il faut savoir qu'ils ont tout le reste, en fait. Donc, ils viennent plutôt acheter quand c'est bas, quoi. Ils savent que c'est ce genre d'opportunité qui peut leur faire augmenter leur portefeuille sur du long terme. Donc voilà. Ok. Du coup, je pense qu'on a pas mal parlé des actions. Voilà, sur les marchés financiers, il y a un sujet qu'on a dans les marchés financiers qu'on méconnaît, qui est quand même un produit que les banques utilisent beaucoup, notamment les gestions privées ou les banques de fortune. C'est ce qu'on appelle les produits dérivés et structurels. Donc les produits structurels, je ne sais pas si vous connaissez, vulgairement dans les banques, vous avez ce qu'on appelle les fonds à formule, mais c'est quelque chose de plus spécifique et plus haut de gamme. En fait, ça va faire un produit qui va être... donc généralement, c'est une obligation. C'est un produit structuré sous forme d'une obligation. Donc vous avez un émetteur qui peut être une banque ou une institution qui va prendre un pari en fait sur une ligne ou sur plusieurs lignes. Donc par exemple, on dit voilà, on fait un pari sur Tesla. C'est des options en fait là. Oui, par exemple, mais ça peut être un pari sur l'indice de confiance des ménages. Peu importe. Le sous-jacent peut être n'importe quoi. Et on va se dire voilà, si dans un an
le cours actuel si le cours dans un an est supérieur au cours actuel, ne serait-ce que de 0,01%, on vous rembourse le fonds et vous prenez un coupon de 6, 7, 8, 10, 12 en fonction du risque que ça représente, plus votre capital. Donc ça peut être c'est des produits qui sont extrêmement tendance, qui sont accessibles à partir de 10 000, 50 000 ou 100 000 euros. Et alors généralement, le produit est créé par des analystes financiers, ils ont étudié tout le marché. Il y a eu récemment un produit structuré sur Tesla, il y en a eu un sur Netflix par exemple. Donc ces gens-là, ils font des paris sur très long terme avec tout un tas de paramètres et ils proposent un produit clé en main à des clients qui n'ont pas du tout d'expérience. Et ça marche très très bien. C'est très tendance. Mais du coup, c'est quand même pas le genre de produit qui est accessible au premier investisseur. Celui qui a fait de l'IMO et qui veut se diversifier un peu, il va pas aller là-dessus. Alors, il peut y aller, par contre, il ne pourra pas trouver en libre circulation ces produits-là sur, je dis vulgairement, Boursorama, Investing ou choses comme ça. C'est pas à la création de ces produits-là, le code ISIN existe, mais il n'est pas référencé sur les marchés. Donc, il faut forcément passer par une banque pour accéder à ces produits-là, mais des produits comme ça, il y en a dans toutes les banques. Et souvent, alors il y en a qui sont à partir de 1 000 euros. Ça va être généralement à Paris sur l'Eurostock 50 ou CAC 40. Mais quand on commence à monter en gamme, 10 000, 50 000, vous allez avoir des produits structurés que les banques vous proposent en plus. Donc c'est déjà analysé, etc. Et là, vous pouvez avoir un portefeuille de produits structurés sur le long terme. Dès qu'il y a un pari qui se termine, vous en reprenez un autre et vous engrangez des coupons comme ça. Donc c'est beaucoup moins risqué que de faire un ETF. Vous mettre tout sur les marchés financiers. D'accord, c'est marrant parce que comme tu l'expliques, ça me paraît plus risqué. Enfin, ça me paraît plus alambiqué. Après, il faudrait un exemple. Il faut conseiller là-dessus. L'idéal, il faudrait que je donne des exemples avec des graphiques, etc. pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous avez des produits c'est pas adapté à ça. Ouais. Voilà. Vous avez des dates de constatation intermédiaires avec des paris. Et en fait, si par exemple, donc généralement le produit dure 5 ans, 8 ans, mais il peut s'arrêter à tout moment avec le pari est enclenché. Ne serait-ce que de vraiment 0,01%. Et ben à la fin, si jamais le pari, le cours baisse par exemple, je prends l'action Tesla, et ben le produit structuré, il peut mettre une barrière à moins 40. Et en disant, voilà, si vous êtes entre 0 et moins 40 dans 8 ans, on vous rend votre capital, mais vous ne perdez pas d'argent. Vous n'avez pas non plus gagné de coupons, mais vous n'avez pas perdu d'argent. Donc c'est aussi cette barrière à la baisse. Donc ça, c'est intéressant. Ça rassure des clients qui disent, on ne sait jamais. Pas de pot, ma date d'échéance c'est l'année du Covid, même moins 40%, on l'a pas eu, on l'a eu un petit peu par exemple sur l'indice phare, mais ça n'a pas duré longtemps, donc après pas de chance si c'est pile poil la date anniversaire du produit, mais c'est très rare. Ouais, d'accord. Voilà. Du coup, je parlais d'obligations, il y a aussi des obligations qui sont beaucoup plus abordables, beaucoup moins compliquées. Les obligations, par exemple, les OAT françaises, les obligations assimilables du Trésor, ou les bons du Trésor américains aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui souvent est appelé est présenté comme un produit très fiable, c'est payé par les gouvernements, donc c'est forcément rentable, enfin c'est forcément payé, c'est très sécurisé. Par contre, c'est beaucoup moins rentable. Il n'y a quasiment pas de sécurisé. Quasiment pas de performance. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu proposes, toi? Non, on ne propose pas, c'est vraiment les institutionnels, il faut se mettre à la place de grosses sociétés. Alors je prends l'exemple d'Apple parce que vous connaissez tous qu'il y a plus de 2000 milliards de trésors. De 200 milliards de trésors. Je confonds avec la CAPI. Et eux, ils vont pas placer leur argent sur un ETF ou autre. Ils vont placer une bonne partie de leur trésor sur des OAT ou des bons du trésor américain. C'est surtout pour récupérer leur pognon. Mais en aucun cas, essayer de faire du 8%. À la Elon Musk avec les bitcoins par exemple. Ça, non, ils font pas ça. Donc c'est surtout les entreprises qui vont acheter des obligations d'État. Et en ce moment, ils vont acheter des OATI, c'est-à-dire indexés sur l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, on est à un tel niveau bas que le pari il est plutôt sur un OAT avec indexé sur l'inflation, qui peut permettre d'avoir un rendement de aller à 1,5-2% dans les années à venir. Mais c'est surtout... D'accord. Donc du coup, les obligations de base, vous en proposez pas des masses? On en propose pas dans les clients. 2010, c'est fini. On en proposait en 2012, quand il y a eu des écarts assez importants avec la Grèce. Vous aviez des OAT sur le Crédit Agricole, par exemple, à prendre. Pas des OAT, mais des obligations d'entreprise sur des entreprises comme les banques, etc. Mais sinon, non. À notre niveau, même si les gens ont beaucoup d'argent, ils vont passer ces obligations. Au pire, il faut un compte à terme. Ça ne rapporte rien. Ou alors, ils vont sur le fonds en euros en assurance vie. Mais les OAT, non, ça rapporte pas grand-chose aujourd'hui. Il faut attendre que le taux remonte.
parce que tout ça, c'est en fonction des taux de marché. Les taux sont tellement bas que aujourd'hui, vous avez pour ceux qui comprennent. Oui. Pour ceux qui comprennent pas, l'obligation, juste, c'est en fait c'est de la dette émise par une société ou par un État. Par exemple, une société qui aurait besoin de lever 1 million ou un milliard, bref, on s'en fout, va émettre une obligation, dire voilà, moi, si vous me donnez cet argent-là, vous avez une obligation, j'ai l'obligation de vous payer un rendement. Donc en fait, c'est comme si on prêtait l'argent à l'État ou à une société. Et du coup, il y a un paiement à celui qui détient l'obligation par l'obligataire. Et donc, en fait, c'est un prêt qu'on fait en général à une grosse société ou à un État. Et du coup, c'est rémunéré. C'est pour ça que c'est fiable. C'est souvent c'est payé parce que si on va bien prêter de l'argent avec les OAT françaises, on prête de l'argent à l'État français. Là, tout de suite, il n'y a pas grand monde qui parie tout de suite sur la non-solvabilité de l'État français, même s'il y a déjà beaucoup de dettes. Il y a plus de chances qu'une société coule que la société française coule. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est une obligation, c'est un gros mot pour dire qu'en fait c'est un prêt qu'on fait à une société. Mais c'est voilà, pour expliquer, pour rendre le truc abordable, c'est des gens qui ne connaissent pas l'obligation. Moi, j'avais listé les matières premières. Est-ce que c'est un truc Oui, bien sûr. Donc les métaux, pétrole, gaz, soja, café, coton. Alors les matières premières sous deux formes, hein, sous la forme de la vraie matière. Bien sûr, on va pas acheter des barils de pétrole, mais ce qu'on fait généralement, c'est l'argent, l'or. Ouais, voilà, les lingots, quoi. Voilà, les lingots, et on va pas plus loin parce qu'après, c'est pas notre métier. On peut les rediriger vers des courtiers où c'est leur métier, ou alors carrément des entreprises qui vont par des intermédiaires dans différents pays, par exemple pour le pétrole, vraiment acheter des stocks de pétrole et puis les revendre, et là c'est un autre métier, quoi. En tout cas sur les matières premières, l'or, il y a eu une vague d'achat l'année dernière, là ça se calme un peu, parce que... À juste titre quand même, parce que ça a bien augmenté. Ah oui, ça a augmenté, nous on était dessus en 2019, alors on a beaucoup de clients qui voulaient des trackers, nous notre conseil c'était plutôt d'en acheter en physique, parce que des trackers, en physique. Voilà, en physique, parce que si vraiment on achète de l'or, c'est pour se dire demain il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On échange notre baguette, on achète notre baguette de pain avec des pièces d'or. Donc si vous avez des trackers, c'est pas acheter des matières premières pour moi les trackers, c'est acheter des produits dérivés et de faire un pari sur les matières premières. Donc vaut mieux l'acheter et de se dire bah voilà, si vraiment on va acheter des matières premières pour se sécuriser d'une faillite d'un État ou d'une faillite d'une monnaie par exemple, là ça a tout son sens, puisque généralement on reviendrait à l'âge de pierre, on dirait bah voilà, il ne reste plus que l'or pour échanger et puis pour troquer n'importe quoi. Donc, et là il y aurait une inflation colossale sur l'or, puisqu'il n'y en a pas une quantité impressionnante non plus. Donc là par exemple, toi, si la banque elle n'en vend pas en direct, par contre toi tu conseilles... Si les banques en proposent, alors pas toutes, alors seulement par l'intermédiaire des banques, on passe par CPR hors devise, donc il y a un site internet. Il faut uniquement passer par les banques pour aller sur ce type. Les frais sont très faibles. Quand vous allez sur comptoir de l'or, etc., les frais sont plus élevés. Et en plus de ça, vous n'avez pas l'authenticité que les matières premières ont été contrôlées. Souvent, ils revendent les matières qu'ils récupèrent de leurs clients. Ils vont dire que ça a été contrôlé, mais souvent, dans l'urgence, il y a beaucoup de demandes. Ça ne repasse pas par Paris pour analyse. Hop, ils revendent tout de suite. Mais dès que vous avez une pièce, un Napoléon qui est rayé, par exemple, ça va perdre plus que la valeur de son poids en or. Parce qu'il faut carrément la faire fondre, et aujourd'hui, il n'y a plus de frappe de Napoléon, par exemple. Donc, il y a une quantité limitée sur le marché, quoi. Mais ça, c'est... Aujourd'hui, l'or, ce sont des cycles de 25 ans, hein, les matières premières. Donc là, on est sur un cycle haussier qui a démarré en 2004-2005 sur l'or. Donc ça a fait x4, x5. Donc on est en milieu de cycle. Voilà. Donc ça, on a bien sûr des contacts sur des courtiers ou autres qui nous disent qu'on est, alors bien sûr, on ne va pas nous dire le contraire, mais entre nous, ils nous disent quand même qu'il y a des petits cycles baissiers. Là, en l'occurrence, on est sur un cycle baissier annuel. Ouais, on pense que les gens vont sur les cryptos les institutionnels vendent des matières premières pour aller sur les cryptos. Mais les particuliers, on conserve. Alors on dit qu'il ne faut pas dépasser 5% de son patrimoine sur des matières premières, parce que c'est censé être non liquide, et puis on est censé le garder en fond de portefeuille toute sa vie, quoi. Voilà. Ouais, ok. Mais ça permet et l'argent, vous en parlez, non? Parce que souvent, en fait, je trouve que parfois l'argent surperforme l'or. Ça dépend des périodes. Oui, et des fois, l'argent grimpe beaucoup plus vite que l'or.
Alors, depuis l'année dernière... Déjà parce qu'il est techniquement utile, l'or sert à rien. Parce que... Oui, alors l'argent, le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir l'équivalent en or. Donc c'est lourd, quoi, d'avoir de l'argent. Je crois que c'est 35 fois l'équivalent en or. Tu parles comme stock de valeur, c'est ça? Oui, en physique. Après, forcément, ça représente, quand on veut stocker 10 000 euros en or ou en argent, c'est pas le même volume. C'est pas la même chose, exactement. Par contre, l'année dernière, l'argent a surperformé l'or. Mais par contre, depuis des années, l'argent était flat en termes de performance. Mais aujourd'hui, l'argent reste une matière première secondaire, c'est surtout l'or, puisque aujourd'hui, les États achètent plutôt de l'or pour stocker dans leur banque, plutôt que de l'argent, parce que bon, eux, ils achètent les matières en physique, il faut les stocker. L'argent, non, l'argent. Oui, d'accord, bien sûr. Ça peut être en plus de l'or, mais d'abord de l'or et après de l'argent. D'accord. Donc ça, c'est effectivement une des classes d'actifs qu'on peut proposer. Alors quand nous on fait des allocations, puisque c'est le métier principalement des gestionnaires, c'est de gérer des avoirs via des fonds, on va proposer en fait des allocations avec des mines d'or. Voilà. On peut mettre des ETF sur plusieurs mines d'or par exemple. Donc l'année dernière. Voilà, du coup dans l'ETF, il y a des sociétés minières. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas vraiment sur l'or. Non, mais vu qu'on... C'est sur le bénéfice qu'elles vont faire en trouvant de l'or. Alors, c'est pas forcément le bénéfice, c'est qu'ils vont anticiper un bénéfice futur plus important quand il y a la hausse du cours de l'or. Et ça, l'année dernière, vous avez là les principales valeurs sur l'or. Bien sûr, les ETF essayent de refléter au maximum. Après, c'est pas des trackers non plus sur uniquement le cours de l'or, c'est sur les mines d'or. Certaines années, les mines d'or dépassent les performances de l'or pur parce que y a des mines qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, qui peuvent faire beaucoup plus de bénéfices que d'autres. Donc voilà, c'est bien d'avoir un peu de tout, quoi. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités d'investissement sur les marchés financiers. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent comme ça? Alors après, il y a l'immobilier papier. Alors on connaît tous les SCPI, mais nous on n'est pas très fan des SCPI, parce que c'est très cher, peu liquide, et la gestion des fois est un peu chaotique, et on l'a vu avec l'année dernière, le Covid. Donc on se rend compte que ça a ses limites. Ils ont eu un important flux de capitaux qui font qu'ils n'ont pas pu investir tout non plus. Parce qu'il faut acheter pour avoir de la rentabilité, il faut acheter des immeubles à l'intérieur de la société. Donc ce qui est plutôt tendance aujourd'hui, c'est plutôt les OPCI. Alors c'est la même chose, sauf que vous allez avoir minimum 51% d'immobilier, et après vous allez avoir les marchés. C'est-à-dire que c'est des fonds qui sont mixtes, immobilier, actions, obligations, etc. Donc ça... Et on peut savoir exactement ce qu'il y a dedans, comment ça se passe? Oui, bien sûr, les frais sont beaucoup moins importants. Souvent les SCPI, ils vont vulgairement dire que vous avez des frais de notaire à l'entrée équivalents, donc 8%, ça peut même monter jusqu'à 12%. Ou alors c'est des frais de sortie équivalents, c'est par diminution de la valeur de la part. Et les OPCI, généralement c'est 2,5-3%. Et vous pouvez les mettre dans les assurances vie, comme les SCPI d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de... Voilà. Ah. J'ai reçu le bilan de l'assurance vie, là. Il n'y a rien dessus parce que l'assurance vie, j'ai quitté. Mais c'est pas ma stratégie à court terme. Mais du coup, j'ai regardé, effectivement, il y en a pas mal des OPCI et des SCPI. Bon, c'est pas vraiment là que je cherche moi, mais pour l'instant, je préfère faire de l'immobilier à levier en physique, tu vois, plutôt que faire de la SCPI. Pour l'instant, c'est pas acheter de OPCI à crédit, mais des SCPI, on peut le faire. Ouais, mais la renta est quand même pas non plus... Non, c'est pas haut, parce qu'on est sur de l'immobilier, donc on va pas avoir du 20%, mais sur certaines bonnes années, comme par exemple l'année dernière, les OPCI, donc les principales, ont fait des bons résultats, parce qu'il y a une part en fait, ils ont racheté en mars. Ils ont la possibilité en fait d'ajuster un curseur qui va de 51%, parce qu'elle doit toujours être majoritairement de l'immobilier, l'OPCI, jusqu'à 100%, mais c'est souvent 90%, et il y a 10% de liquidité. Donc ils ont la possibilité d'ajuster le curseur, c'est-à-dire quand l'immobilier va mal, ils peuvent aller sur les marchés, et inversement. Donc ça c'est plutôt pas mal, plutôt que d'être sur monoproduit et CPI, quoi. Et en plus c'est moins cher, c'est moins chargé en frais. C'est bien, ça veut dire un bon petit tips là de... C'est cool. Et donc ça c'est des fonds qui sont accessibles sur les marchés, donc que vous avez sur Boursorama Investing. Et là, depuis peu, ils ont créé ce qu'on appelle des OPPCI, c'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que c'est en privé. C'est-à-dire que c'est des banques qui vont créer des fonds exprès pour leurs clients. Donc là, c'est encore privé, c'est accessible à partir de 50, 100 000 euros, et généralement moins de frais, donc plus de performance pour le client. Voilà, c'est déjà pour des tickets plus importants.
Voilà, exactement. On n'est pas sur l'investisseur qui a fait ces quelques investissements en IMO et qui veut commencer à diversifier. Voilà. Okay. Après, ça n'assure pas de rente assurée. D'ailleurs, les SCPI non plus, même si ça distribue. Si demain il n'y a plus de loyer, il n'y a pas de rente. Ils peuvent distribuer, mais ça serait une distribution de la trésorerie en fait. De trésorerie, ouais. Okay. Mais il n'y a pas de distribution assurée. Après, il faut aller sur de l'immobilier physique avec des baux à long terme où là vous êtes sûr, tant que le bailleur existe et qu'il paye, vous êtes sûr d'avoir des revenus. Mais sinon, il n'y a rien de sûr en fait aussi. Okay. Voilà. J'ai ensuite noté les devises. Est-ce que vous conseillez la diversification au niveau des monnaies? Oui, on le fait aussi. Alors sous deux formes, soit directement. Notamment nous, on est européens, donc. Oui, voilà. Il y a le dollar. Il y a le franc suisse surtout pour ceux qui sont dans les banques. Nous, généralement, on va être sur trois valeurs. On va être sur le dollar américain, le franc suisse, et on avait la livre sterling, mais on l'a sortie pour le Brexit, pour les soucis actuellement. Et aujourd'hui, on va sur la monnaie chinoise aussi. Le yuan. Après, on va pas sur certaines monnaies, sauf si le client le demande spécifiquement. Et tu vous proposez pas la yen parce que on parle souvent par exemple pour l'ordre de valeur refuge. Pour les Européens, le dollar est une valeur refuge. Et pour tous les pays en développement ou sous-développés d'ailleurs. Mais pour les Américains, le yen est une valeur refuge. Alors le problème du yen, c'est que dans ce pays, sur le Japon, on est sur un pays qui est extrêmement endetté, qui a une politique d'impression de monnaie colossale, qui fait que je ne pense pas que la valeur refuge, si on veut retourner sur des valeurs comme le dollar ou l'euro derrière, vous allez avoir une telle dévaluation de la monnaie que derrière vous n'aurez rien en échange. Vous mettez 1000 euros, vous transformez ça en yens, alors je crois que ça fait c'est x100 à peu près. Ouais, c'est pas impossible que demain vous ayez perdu la moitié parce qu'il y a trop de billets, il y a trop de yens en circulation. Mais ils viennent de sortir 2000 milliards de dollars, ça va faire la même chose, non? Oui, alors par rapport au dollar, mais par exemple nous Européens. Ouais, d'accord. Tu vois, ça dépend en fait des parités. Alors c'est sûr qu'un Américain, demain, il y a le pays qui imprime 2000, puis peut-être 2000 en plus, il peut aller même vers l'Europe, il sera gagnant, quoi. Parce qu'on le voit bien, là, le dollar commence on ne trouvera pas la parité, mais à mon avis, ça va continuer encore un peu comme ça jusqu'à un 10. Parce que là, pour ceux qui savent pas, 30% des dollars qui ont été imprimés depuis l'histoire de la création du dollar ont été imprimés l'année dernière. C'est juste énorme. Hein. C'est énorme. Mais du coup, c'est forcément, ça va finir par dévaluer la monnaie et l'importance du dollar dans le monde. D'où la montée du yuan. Cyril, j'imagine c'est pour ça aussi que... Ah, on a parlé de Cyril. Parce qu'on a peur de ces impressions de monnaie, clairement, où on va, quoi. Demain, le billet, on va le déchirer parce qu'il ne vaudra rien, quoi. Voilà, c'est un autre sujet, mais en gros, c'est les institutionnels aujourd'hui, si elles vont sur les cryptos, principalement le Bitcoin, c'est certainement pour ça aussi, diversifier pour dire bon, si pas garder le cash. Ouais, pour diversifier et pas être que sur des emprunts d'État, que sur des devises étrangères, parce que c'est les principaux placements des institutions. Il faut savoir que c'est des dizaines de milliards qu'ils doivent placer, donc ils peuvent pas aller sur les assurances parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils vont aller sur les obligations, comme tu l'as dit, les OAT, et après ils vont aller sur les obligations d'entreprise, mais aujourd'hui c'est très risqué, donc ils vont vers les devises, mais à un moment donné, ils veulent diversifier encore plus, donc là, on a une nouvelle classe d'actifs qui arrive, et ça commence vraiment à être intégré dans les gestions, alors sous forme de tracker principalement, mais aussi pour dire à nos clients, vous pouvez y aller pour 1, 2, 3%, ça fait partie du jeu des classes d'actifs, de la diversification. Vous prenez un énorme risque sur cette classe d'actifs, mais si ça fonctionne, vous allez avoir un effet de levier considérable. Si tu fais x10 sur les 1%, c'est énorme. Voilà, exactement. Et au niveau de l'euro, il va pas baisser là, vu qu'on a réimprimé aussi, nous ou... Après, ça dépend de ce que tu mets en face. Ça dépend de quelle devise. Par rapport à le dollar, je pense pas. Parce que, on a moins imprimé que le dollar, donc on va pas forcément dévaluer par rapport au dollar. L'Europe a beaucoup imprimé par rapport à d'autres pays qui s'en sortent mieux. Alors mieux, je prends l'exemple de la Chine, mais parce que c'est des pays qui sont créditeurs, plutôt en trésorerie. Ils n'ont pas de dette, contrairement à nous. C'est eux qui achètent nos dettes. Voilà. Mais eux, après, ils ont une politique
qui est très... je ne vais pas rentrer dans le débat de la politique de chinoise, mais les chiffres sont trafiqués, on le sait. Donc beaucoup ne vont pas encore sur ce pays-là parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas confiance en la politique, quoi. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent dire qu'ils ont fait une croissance de 10% sans vraiment que ça soit une croissance de 10%. Personne ne peut mesurer. Bah, avec les indicateurs qu'il y a, mais c'est un pays qui... Même le FMI n'a pas de valeur. Bah, c'est toujours approximatif. Alors ils disent que c'est à 2-3%, mais c'est énorme, 2-3%. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres actifs dans ta liste que tu... Après, vous allez avoir les actifs un peu plus plaisir, comme on dit, qui existent via des ventes aux enchères principalement. On va voir les vins, on va voir les montres, on va voir les voitures, etc. Mais ça marche plutôt pas mal. Alors, les vins, c'est très spécifique, les montres aussi, mais les voitures, hein, c'est des gros montants à investir. Les gens peuvent acheter une voiture à plusieurs centaines. Ah, on te perd, c'est moi ou... Non, c'est... Ouais, t'as un problème de réseau, Cyril. Ah, Cyril, on est en train de te perdre, je crois. Ouais. C'est bon? Ah, t'es revenu. Je t'entends. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, t'es assuré. Donc, tu parles des voitures qui sont un gros montant à la oui, voilà, donc les gens voilà, il y a des voitures qui sont à plusieurs millions d'euros aussi de valorisation. Et même si c'est cher, ça se vendra encore plus cher. Ouais. C'est mécanique comme les tableaux, quoi, les œuvres d'art. Tu as une idée de croissance de certaines voitures, par exemple? En fait, c'est le marché de l'offre et de la demande. Oui, par exemple, on sait qu'une Submariner, depuis une dizaine d'années, elle fait 8%. Quoi. Une quoi? T'as dit quoi, Cyril? De Rolex. La Submariner de Rolex fait 8% par an depuis au moins 5 ans. Par exemple, pour accéder à ce... Et c'est pas une voiture à 1 million d'euros, c'est une montre à 10-15 000. Selon les... Voilà. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ça peut être un marché comme un autre, hein, bien sûr. Diversifié. Après, comme je dis, ça peut être plaisir dans le sens où on la porte, et puis après, on peut la vendre plus cher. C'est ça, ouais. Donc, il y en a qui vont la garder, il y en a qui vont la porter. Et oui, ça fait partie des... Alors, contrairement au vin, une fois que tu as bu... les banques, généralement, proposent... Alors, tu l'as bu, il vaut plus rien. Il se revend... Et puis même, des fois, il est même pas bon à boire, mais il se revend cher quand même. Parce que c'était des lots oui, c'est sûr. Limités, quoi. Mais bon, ça, c'est un marché très spécifique. À comparer à des montres ou autres, bon, le vin, c'est quand même beaucoup plus risqué. Les bouteilles peuvent se casser plus facilement, le stockage va être important. Bon, des montres, mais stockées dans ce tiroir, il n'y a pas de problème de particulier. Donc, les vins, c'est quand même limité à certains connaisseurs, quand même. Oui, bien sûr. Ça marche particulier. On parle du whisky aussi en ce moment beaucoup. Ouais, il y a ce... tous les objets de collection, les cartes de baseball par exemple. Alors, les banques peuvent fonctionner avec une société de ce qu'on appelle des commissaires-priseurs. Donc, les grosses sociétés qui sont basées à Paris, qui vont proposer en fait à leurs clients, donc il y a une liste de clients où les banques envoient en fait des listes de clients chez eux, et ils vont leur envoyer toutes les semaines des ventes aux enchères, mais surtout quoi. Donc, tu peux avoir les albums Tintin et des choses comme ça marche bien. Hein. Ouais, bien sûr. Les premières éditions. Ouais, voilà. Donc, quand tu as un album qui vaut 35 000 et qui n'est pas plus lourd que 100 grammes, bon, c'est les gens qui veulent investir et qui ont beaucoup d'argent et que ils peuvent stocker ça facilement, ils achètent. C'est une belle diversification aussi. Ouais. Sans partir dans des trucs comme ça, là, du coup, pour faire un peu le bilan, toi, qu'est-ce que tu, comme répartition, sans parler, j'ai pas utilisé le mot conseil, mais qu'est-ce que tu suggérerais comme répartition pour quelqu'un qui justement peut démarrer? Alors, ça dépend du montant qu'il a à démarrer. D'accord. Quand on propose des allocations, il y a bien sûr tout un questionnaire. Ça dépend du montant au départ. Okay. L'objectif. Moi, je pars du principe que quand on investit de l'argent sur l'immobilier, de la bourse ou autre, il faut vraiment se dire qu'on n'en a pas besoin dans les médias. Il faut vraiment psychologiquement se le dire, parce que si on se dit je l'investis en immobilier, mais dans un an j'ai un projet avec cet argent-là de créer une entreprise ou d'acheter ma maison ou autre, faut pas diversifier comme ça. Nous, on dit bien, si vous avez un projet sous un an, restez sur votre livret, quoi. Ça sert à rien de prendre des risques. Sur un an. Voilà, il faut très bien acheter au mois de mars 2020 et revendre au mois de décembre, vous avez fait un super pari, mais ça peut être l'inverse. Donc ça, on propose pas comme ça. Après, quand on dit, voilà, j'ai cet argent-là, c'est pour ma retraite, par exemple. Donc bien sûr, on conseille d'utiliser au maximum l'effet de levier, vu
crédit pour acheter de l'immobilier. Ça, c'est évident, il faut le faire pour aller plus vite. Je parle justement de ce qui n'est pas immobilier physique, ce qui est le reste. Admettons, tu vois, admettons que l'audience, là, on est dans le club de l'IMO hein, sur Clubhouse, donc admettons que c'est que des gens qui font du crédit, qui achètent de l'immobilier physique, déjà ça. Et qui gèrent très bien ça. Et justement, c'est qu'est-ce que je fais de mon cash flow? Tous les mois, je le mets où? Généralement, la recherche, c'est d'avoir des rentes passives. Donc, c'est-à-dire de rechercher quelque chose qui puisse tourner tout seul par la suite. Donc, alors, j'ai ma casquette et après je peux enlever ma casquette et parler plus personnellement de ce qu'on peut faire. Moi, ma stratégie, par exemple, c'est de diversifier un maximum, hein, bien entendu. L'immobilier physique avec les crédits, ok. Ensuite, le cash flow, on le diversifie. Moi, je verse progressivement tous les mois. Alors, je fais même toutes les semaines un montant. Donc, je verse régulièrement sur les marchés financiers. Et alors, je fais un peu de trading, etc. Mais ça demande du temps quand même. Après, moi, personnellement... Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. C'est limite tout un petit peu. Par contre, si on veut faire quelque chose de très tranquille et qui est placé un petit peu sur tous les marchés, on peut faire de la gestion pilotée. C'est accessible des 100 euros, c'est accessible dans toutes les banques. Vous faites de la gestion pilotée. Moi, je fais ça. Alors, bien sûr, c'est au gré des évolutions des marchés. Il n'y a pas de... Et les frais? Alors, les frais de gestion pilotée sont extrêmement... Moi, déjà, en piloter, j'ai un peu peur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais que ça soit une gestion pilotée ou un tracker, c'est pareil au final. Peu importe. Le but, c'est d'investir progressivement et pas tout d'un coup. Donc moi, je le fais à la semaine depuis des années et puis j'en ai pas besoin en fait. Je laisse pour plus tard. Donc après, je cherche pas forcément une performance tout de suite. Je sais que de toute façon, historiquement, l'argent travaille. Donc à un horizon, on dit toujours 5 ans. Généralement, on s'y retrouve sur 5 ans. Quand on est placé sur des gestions comme ça, où on a un professionnel derrière qui va gérer pour nous. Parce que c'est ça en fait, c'est des arbitrages qui se font. Donc sur un horizon de 5 ans, généralement, en fait, l'argent se passe de main en main. Donc il y a des classes d'actifs qui vont être moins performantes que d'autres, des secteurs qui vont être moins performants que d'autres. Le gérant lui fait les arbitrages. Donc généralement, vous regardez depuis les années 70, quand on fait des projections en arrière sur ce type de fonds, ça monte tout doucement, avec des performances moyennes entre 4 et 8% sur ce type de fonds. Voilà. Donc ça c'est pour vraiment plus tard. Après je fais du crowdfunding immobilier, PME. Donc ça donne du coupon. Et c'est plutôt intéressant. On est quand même sur entre 8 et 12 bruts. Donc la fiscalité est à peu près 30%. Donc ça reste quand même très correct. Et c'est extrêmement passif. Hein. Depuis son téléphone on peut faire ça. Après un peu de matières premières, un peu de devises. Après bon je vais pas dans le stockage de montres ou de vin, etc. On pourrait le faire aussi, mais bon, ça demande un minimum de temps aussi pour gérer. Et puis la sécurité qui est autour de ça aussi. Ensuite, il demande à Bernard Tapie, quoi. C'est ça. Pour être tout à fait dans l'actualité, hier soir, il a perdu des montres. Ouais, voilà. Donc après, on va, voilà, ça peut être une voiture de collection qui peut être plaisir, mais aussi qui fonctionne. Parce que là c'est déjà plus compliqué, là. Acheter une voiture tous les mois, ça va être compliqué. Non, mais si tu veux, si ton cash flow, la stratégie, c'est ouais, non, d'accord. Je vais pas acheter une montre tous les mois non plus, mais si on veut investir son cash flow tous les mois, au bout d'un moment, cash flow, d'accord. Donc soit à un moment donné, vous en avez acquis sur 3 mois, là, vous achetez un truc important. Moi, par exemple, le crowdfunding, je le fais régulièrement, mais généralement, c'est ticket de 1000 à 2000 euros. Je vais pas le faire toutes les semaines. Je prends pas de risque toutes les semaines. Mais par contre, à un moment donné, sur un an, si je me dis, tiens, j'ai donc les actifs qui m'intéressent, je vais mettre 10 000 euros dessus parce que j'ai bien étudié, etc. C'est ce que j'ai fait par exemple il y a 3-4 ans sur les matières premières avec l'or. Voilà. Je me suis dit, allez, c'est le moment. On est sur un cycle haussier, un hyper cycle haussier. Je me suis renseigné sur plein de sujets. Je dis, allez hop, j'ai dû mettre, je sais plus, 20 ou 30 000 euros dessus. Et puis je laisse courir et je regarde pas. Donc ça peut être une idée, mais après, encore une fois, c'est que mon avis personnel. Mais, moi, en mars 2019, j'ai dit, chérie, il faut qu'on achète de l'or. Ouais. Et je ne l'ai pas fait. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce que j'ai perdu. Vous pourrez voir tout ce que j'ai perdu en ne l'achetant pas. Je pense que c'est le moment d'y retourner là, parce que ça a bien décoté. Je pense que le marché de la crypto qui devrait atteindre quand même une certaine maturité cette année si on a les médias qui s'y intéressent de trop. Et à mon avis, les institutionnels vont prendre ça a coupé, je crois. Ouais. Juste,
Juste pour faire un rappel rapide, là ça va faire 1 heure qu'on est dans la room. On est là ce soir pour parler Voilà. de... Vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon, On t'entends. t'a Ouais. repris, là. Oui, ça On, marche. on parle donc ce soir de diversification. Donc qu'est-ce qu'on fait de notre cash flow une fois qu'on a de l'immobilier qui tourne bien ou comment on diversifie en parallèle de notre constitution de patrimoine immo. Je pense que on peut commencer à prendre quelques questions. Ouais, je fais un bilan rapide et on prend Ouais, les questions on, comme ça. fi- on C'est finit voilà. on finit le Donc bilan et on puis a, donc on a abordé l'immobilier, la diversification dans l'immobilier, donc en parlant d'habitation, de locaux commerciaux, de bureaux, Voilà. l'activité de marchand de biens et de promotion, pourquoi pas, ou du crowdfunding en immobilier. Ensuite, on a parlé donc d'actions qui permettaient une diversification géographique, mais aussi sectorielle, parce que selon les domaines, on peut se diversifier aussi. On a parlé d'obligations. On a vu essentiellement qu'en gros, depuis presque une quinzaine d'années, c'était pas intéressant. Donc, comme ça, à chacun de savoir ce qu'il va en faire. On a parlé de matières premières, donc essentiellement des métaux, parce que stocker 1 tonne de coton, c'est un peu compliqué. On a parlé de devises et de leur intérêt, et surtout de la perte d'intérêt attention au dollar et la perte d'intérêt de la livre sterling par rapport au Brexit. On a rapidement parlé au début des cryptoactifs, donc des crypto-monnaies, et de ce qui arrive aussi, les NFT, mais je pense qu'on pourrait faire une autre room là-dessus, ça pourrait être intéressant. Et t'as parlé de crowdfunding, et on a détaillé sur le chemin, on a parlé des ETF qui permettaient de faire des choses intéressantes, mais qui n'étaient pas... toi, c'est pas ce que tu proposais vraiment à tes clients, à tes gros clients, et c'était intéressant pour, en gros, développer son patrimoine au départ, notamment en faisant de l'achat régulier, ce qu'on appelle le DCA. Et donc, tu as complété en disant que si tu enlèves ta casquette de professionnel, toi, ce que tu fais en gros, c'est investir régulièrement donc en gestion pilotée, en crowdfunding progressivement dans l'année sur, j'imagine, plusieurs projets, mais aussi en matière première et en devises. Juste, pour ceux qui connaissent, je trouve que ça ressemble un peu au permanent portfolio de Ray Dalio, avec ses 4 saisons. Et donc, je trouve, moi personnellement, j'affectionne. Donc, notez-le, permanent portfolio, Ray Dalio, vous irez voir sur Google, c'est super intéressant. Je ferai un post là-dessus aussi sur Instagram. Et je pense que du coup, comme tout le monde a eu le bilan de tout ça et qu'on a mis un peu moins d'1 heure, on peut attaquer un peu les questions-réponses. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, sur le chemin, j'ai déjà posé les miennes, notamment la différence entre l'intérêt du stock picking, donc choisir certaines petites actions par-ci par-là, et les ETF. Donc la réponse, elle a été apportée. Et l'intérêt des obligations aujourd'hui, tu as dit, c'est naze. Pour faire simple. Ouais, exactement. Ouais, et on a parlé aussi des produits dérivés, mais ça m'a. Alors, je trouve ça. Les produits dérivés, c'est les ETF, etc. Mais, alors, il y en a tout un tas, il y en a beaucoup. Mais les produits structurés. Ouais, ça. Et pas les fonds à formule vulgairement, les produits de base dans les banques, vraiment, c'est pas terrible. Mais à un moment donné, vous pouvez rechercher des produits un peu plus haut de gamme pour 10 000, pour 50 000, et qui peuvent vous procurer des coupons jusqu'à 12% sur certains paris. Donc, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc, est-ce que certains ont des questions ou est-ce qu'on a été absolument géniaux ou alors, on est tous une Rolex. si quelqu'un a des questions sur son patrimoine perso, un petit conseil ou un truc comme ça, vu qu'on a Cyril qui est là, je sais pas si on peut répondre rapidement, mais voilà. Sinon, c'est que. Mais après, moi personnellement, qui suis pas non plus ultra à l'aise avec tout ça, moi j'ai à peu près tout compris. Donc c'est déjà pas mal. L'idée, c'est de vulgariser aussi un maximum les types de produits, parce qu'à l'intérieur, en fait, l'intérêt global, quand on peut pas s'intéresser à tout et être expert de tout. Intéressez-vous plutôt à l'immobilier physique, parce que ça, vous avez besoin de temps pour le faire. Moi, c'est ce que je fais aussi. Et à côté de ça, je délègue tous ces types de diversification de placement à des professionnels. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de techniques. Il faut juste connaître les principales bases, et je pense que c'est ce qui a été évoqué ce soir. Les bases globales, après, il faut que vous allez vers des professionnels pour votre banquier classique et demander à avoir un professionnel sur les marchés financiers et vous lui confiez de l'argent en contrepartie de 0,6-0,8%. Même si ça peut paraître élevé, généralement la recherche de performance elle est beaucoup plus importante, donc tout le monde est gagnant. 0,6-0,8 c'est quand même très faible. Moi je sais que j'ai vu des assurances vie où les frais d'entrée sont déjà à 3-3,5%. Alors ça c'est et là, ça passe, sur les contrats assurances vie, généralement quand tu fais des unités de compte,
Donc les marchés financiers, tu n'as pas de frais d'entrée. Hein. Tu vas sur Alta Profit, tu vas sur assurance.com, où derrière, si tu as des très grosses compagnies d'assurance, il n'y a quasiment aucun frais. Moi je te parle dans une banque. Ah oui, non, mais dans les banques, les frais d'entrée sont importants pour la partie fonds euro, parce que le fonds euro est extrêmement cher aujourd'hui. Pour qu'on puisse vous rémunérer 1,5 ou 2%, ça demande en fait énormément de compétences derrière, parce que le fonds euro, il est ça ne va pas à l'inflation et ils prennent 3%, c'est compliqué. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent plus que les clients aillent sur le fonds euro. Ils veulent que vous allez sur la unité de compte. C'est un peu le moyen de dire on fait, mais à 3,5. Mais on n'a pas trop envie que vous y allez, quoi. Par contre, si tu vas sur les unités de compte, généralement, tu n'as pas de frais d'entrée. Il y a une question. C'était les frais de gestion en fait. Il y a une question sur Instagram juste avant de passer à Jean-Pierre. Jean-Pierre, ok. Instagram. Enfin, chez qui acheter de l'or? Est-ce qu'on va avoir notre banquier ou est-ce que... Alors, moi je vous conseille d'aller voir votre banquier parce qu'ils vont passer par un organisme qui va vraiment certifier les matières, donc plomber l'or, ce qu'on appelle plomber, c'est-à-dire que ça va être dans des sacs certifiés. C'est CPR hors devise. C'est un professionnel qui traite que avec les banques et certains professionnels du secteur. Après, vous avez comptoir de l'or. Comptoir de l'or, je sais, je l'ai appris. Alors, je trouve que c'est très bien, hein, je critique pas la société, mais j'ai appris en allant un peu plus loin dans les démarches qu'ils recyclaient l'or de leurs clients sans le certifier derrière, en repassant par un expert indépendant. Voilà, c'est la personne au comptoir de l'or qui se dit bon bah c'est bon, la pièce elle est potable, je la revends tout de suite à un autre client, comme ça ça tombe plus vite. Donc allez voir les banques. Aujourd'hui les banques qui le font, c'est quasiment toutes. Hein. Après vous n'allez pas forcément avoir un banquier qui a déjà eu l'habitude, mais en insistant un peu, vous allez avoir des frais qui vont tourner autour de, si vous êtes très bon client, ça va être 0,8-1%, donc à l'achat ou à la vente, et ça peut être jusqu'à 2-2,5%. Est-ce que tu connais l'Ingor? Oui, l'Ingor. Il me semble qu'ils sont dans des sacs plombés aussi. Alors l'Ingor, je connais très bien parce que le fondateur, c'est un ami. Et, ah oui, bah oui, c'est toi qui l'avais conseillé. Je suis passé par lui. Et lui, en plus, c'est son métier depuis 10 ans. Et d'ailleurs, quand je dis, voilà, vous pouvez aller dans la banque, c'est vrai que c'est François, donc le fondateur. Vous pouvez passer par eux, vraiment les yeux fermés. Lui, c'est un passionné. Et en plus de ça, il se développe sur les cryptos. Il va peut-être faire quelque chose avec les cryptos dans sa société. Donc il est basé dans l'ouest de la France. Et vous pouvez aller sur le site internet, acheter, et il vous livre avec la poste dans des enveloppes sécurisées. Voilà. Donc, ça, donc il y a aussi l'Ingor, c'est peut-être plus simple que CPR hors devise. Alors, en plus, l'Ingor passe par un cours londonien qui est plus intéressant à l'achat. Par contre, à la vente, il m'a bien dit, je suis moins intéressant forcément. Parce que CPR sous-cote à la vente et sur-cote à l'achat. Donc, d'accord, donc il vaut mieux acheter chez l'Ingor et revendre sur CPR. On gagne facilement 1 ou 2% déjà sur le cours en passant par l'Ingor. Donc, ce qui finalement fait que les frais sont flats par rapport au cours de CPR. Ouais, d'accord. Les frais sont offerts par ça. Voilà. Ok, donc c'est cool, vous avez noté, j'espère que vous avez noté. Donc attention à comptoir de l'or, qu'on n'est pas sûr de quoi on achète. Et l'Ingor, c'est plutôt une bonne adresse et c'est plus simple que CPR hors devise. Voilà. Et pour ceux qui sont dans l'ouest, ils ont 4 ou 5 sites à Nantes, à Rennes, je crois à Tours aussi. Et c'est des passionnés, et là vous apprenez un tas de choses. Et donc ils vendent pas que l'or, ils vendent également de l'argent et ce qu'on appelle les pièces qui n'ont pas de cours légal. Donc allez les voir, allez voir sur le site, ils expliquent tout, il y a des petites formations gratuites et vraiment c'est top pour débuter sur la matière première. Ok, super. Bon, on a perdu Jean-Pierre et du coup il y a Luc. Salut Luc, j'espère que tu vas bien tout ce matin. Ouais, ça va, super. Moi j'avais juste un truc à apporter pour le cours de l'or. Pas pour le cours de l'or, pardon, pour acheter de l'or. Oui. Alors moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais je sais qu'en fait les gens avec qui je me suis formé en bourse, en fait, il y en a qui m'ont témoigné ça. Il y a deux sites, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a aucoffre.com, oui. Un site sérieux, sur lequel on peut acheter des pièces d'or, on peut acheter, tout est expliqué dessus. Et après, il y a Veracash qui, eux, ont carrément leur lingot. Et on peut acheter, en fait, quand on achète sur leur site, on achète une partie de leur lingot, donc c'est stocké dans des coffres forts. Et donc c'est vraiment de l'or physique en fait. Et moi Oh non. Et déjà sur tout ce genre de site et tout ça, voir comment on peut le récupérer cet or-là. Et ensuite c'est pas forcément acheter des ETF quoi. Non, c'est sûr, il y a beaucoup voilà. de papiers l'idée c'est de que pouvoir. de physique, ouais. Ouais,
Alors au coffre très bien, c'est le concurrent principal de Lingor, et après mon comptoir de l'or c'est les grosses maisons, hein, mais c'est le principal, et c'est vrai que c'est un site qui est très intéressant. Par contre, les entreprises qui se proposent de stocker de l'or à votre place, en fait j'irai pas parce que finalement l'or on l'a pas, et cette société en fait, l'intérêt d'acheter de l'or, c'est vraiment d'aller plus loin. Alors, soit on diversifie, c'est de se dire, un jour, il y a un reset total des monnaies, et on va revenir avec nos Napoléons, ou notre petite pièce, ou notre lingot qu'on va refondre, et puis qu'on va négocier n'importe quoi avec. C'est ça l'idée. Donc, il vaut mieux le détenir. Alors, soit le détenir chez vous, soit le détenir, mais là, on va encore rencontrer un autre problème, dans un coffre, dans la banque, mais la banque fait faillite, le coffre n'est plus à vous. Ouais, il y a ce problème-là. Et après, en fait, c'est pareil, il y en a qui sont amenés à acheter de l'or, au niveau des mêmes problématiques, le mec qui va acheter un lingot, bon, on n'y est pas, hein, ça dépend de qui, il y en a peut-être dans la rue. Ça reste rare quand même. Ça. Mais on ne peut pas aller voir son boulanger et déposer un lingot d'or, quoi. C'est pareil. Non, mais tu peux avoir des lingots d'or. Même le Napoléon. Après, vous échangez un Napoléon contre une baguette, il va vous le prendre. Ah oui, voilà. C'est sûr. Mais moi, je deviens boulanger de suite. Ce truc-là, parce que... Moi, je deviens boulanger de suite. Mais t'as aussi des pièces d'argent. En fait, c'est un peu l'idée, c'est si demain on vient échanger, il vaut mieux acheter des Napoléons. Alors pourquoi des Napoléons? Parce que on dit dans le milieu des matières premières que ça n'a pas de prime. Il n'y a pas de prime de risque, c'est-à-dire que le cours du Napoléon est quasiment égal au cours de l'or, en fait. Au cours de l'once d'or, qui est la référence, à peu près de 31 grammes. Et donc un peu comme de l'or pur. Donc, dans du Napoléon, il y a 80 grammes d'or, je crois. Le reste, c'est de l'alliage pour que la pièce soit plus dure. Mais le cours, il est quasiment égal. Si on refond et qu'on fait 1 kg de Napoléon, enfin les 80% d'or qu'il y a dans le Napoléon, on arrive exactement au même prix qu'un lingot. Par contre, si vous avez d'autres pièces qui priment, voilà, l'once, le lingot généralement qui suit. Par contre, n'achetez pas de lingotin parce qu'il y a une prime qui est trop importante. Parce que c'est à fabriquer des machines spécifiques et vous payez jusqu'à 8 à 10% plus cher. Alors je parle même pas des monnaies de Paris, alors ça c'est une grande arnaque, où vous savez, je crois que il n'y a même pas 60% d'or dans les pièces. Enfin, tu parles des pièces où il y a Astérix dessus là? Oui, en fait le prix est beaucoup trop élevé par rapport au poids de l'or, enfin équivalent au poids de l'or à l'intérieur. Donc soit vous achetez des Napoléons, 20 francs, soit un lingot si vous avez les moyens. Mais voilà, nous c'est ce qu'on fait, on va pas plus loin pour nos clients. Même, on a eu récemment un très gros client qui en a acheté pour plusieurs millions. On a fait lingot et Napoléon de 20 francs, on n'a pas été plus loin. On s'est pas dit on va s'amuser à acheter des Georges 5 ou des trucs comme ça sert à rien parce qu'il y a des primes qui en fait ça dépend de l'offre et de la demande, donc ça n'a rien à voir avec l'investissement en matière première au départ. Ouais, et puis après, si je peux me permettre, il y a aussi le fait que les Napoléons c'est liquide. C'est-à-dire que quand on va aller voir boulanger, si on arrive avec des pièces qui sont complètement inconnues, le boulanger, lui, il connaîtra, il saura que le Napoléon, parce que c'est quand même une pièce qui est reconnue et qui est connue de tout le monde, il acceptera plus facilement un Napoléon qu'une autre pièce. Exactement. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de prime de risque, parce qu'il y a eu tellement de frappes, je crois que c'était plus de 700 millions de frappes, et donc il y en a tellement en circulation que ça se rapproche du poids de l'or et qu'il n'y a pas eu un effet d'offre et de demande qui viendrait répercuter le prix, en fait, parce qu'il y a tellement de quantité de Napoléon que du coup on se rapproche à une prime de risque de 0, quoi. Et puis c'est liquide. Ouais. Ok, c'est super l'échange sur l'or, hein. Je pense que tout ça, moi c'est François avec Lingor. Alors après ça aurait pu être un coffre aussi, hein. Moi cette personne-là je la connaissais par le biais de mon frère et il m'a dit bah tiens, moi j'ai une société, c'est comme ça que je cherchais à cette époque-là acheter de l'or, et lui un ultra passionné, il m'a accordé 1 heure de son temps et c'est lui qui m'a appris tout ça. Donc après les informations vous pouvez les retrouver sur Wikipédia ou même sur les sites internet différents, au coffre ou autre, il y a un peu de formation. Mais c'est quand même, voilà, ça peut être intéressant de s'y pencher et d'en acheter un peu. Et puis après, voilà, moi l'idée c'était de le garder toute ma vie, quoi. C'était pas de le revendre, hein, bien entendu. Non, puis c'est quand même, bon, pas trop bien dire ça, mais c'est quand même assez facile aussi à transmettre. Oui, alors il y a cette idée-là, c'est qu'on transmet ça de la main à la main sans passer par le notaire et on évite les droits. Voilà, c'est ça. Donc on a les assiettes de succession, etc. Effectivement, il y a ça aussi. Bien qu'il faille le déclarer légalement, hein, normalement. Mais normalement, il faut déclarer, mais ce que les gens font, ils font des coffres à la banque. Après, quelques mois plus tard, ils les mettent en colocation. Ça s'appelle vraiment ce terme. Ils mettent en colocation avec leurs enfants ou leurs enfants. Et puis après, les enfants peuvent venir se servir, oui. Alors, on tolère, hein, mais on sait très bien que derrière, c'est pour donner de la main à la main. Alors après, en cas de succession, normalement, il y a un notaire qui vient voir le coffre. Et si le coffre est vide, bon,
pourra jamais s'assurer. On a vendu de l'or, n'importe qui a acheté de l'or, il peut très bien l'avoir perdu, l'avoir planqué dans son jardin, on ne sait pas. Quoi. Donc voilà. Donc, par contre, c'est au moment où vous achetez de l'or, si votre quantité est trop importante, le banquier va vous poser des questions, il sera obligé de faire une déclaration en fait, pour dire bah voilà pourquoi vous achetez ça. Donc généralement vous dites que c'est pour diversifier. Il y en a qui naïvement vont dire c'est pour donner à mon fils quoi. Donc là ça marche pas forcément. Ça marche pas parce que ça va être déclaré. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu la même valeur pour tout ce qui peut être horlogerie de luxe, bouteille de vin ou sac à main. Parce qu'on ne peut pas parler de sac à main, je connais des gens qui sont spécialistes en maroquinerie de luxe et qui ont des coffres à la maison. J'ai un ami qui fait de l'achat-revente de coffres forts aussi, de la pose de coffres forts. Et il a des clients qui ont des coffres forts remplis à la maison domestique, remplis de sacs à main. Ouais, non, mais ça peut être. Les niches rapportent bien à ceux qui s'y connaissent. C'est clair. Aux connaisseurs de ces niches-là, pour eux, c'est des mannes financières, ils peuvent même créer une société derrière. Donc, non, il n'y a pas de. Encore une fois, ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, dans ce type de marché, je suppose qu'il y a de la demande. En cas de guerre thermonucléaire, le sac à main Chanel ne sert à rien. C'est sûr. Mais malgré tout, pour valeur refuge, en cas de crise, là on a vu que malgré la crise, tout ce qui a été luxe a continué à augmenter, notamment les actions LVMH. Mais alors les sacs à main, l'horlogerie, tout ça a monté tranquillement. À partir de combien d'achats d'or à la banque, le banquier va commencer à se réveiller et à nous demander les... En fait, ça dépend du patrimoine. Ouais. Donc, dès qu'on dépasse à peu près 5% du patrimoine. D'accord, ok. Il y a des 5%, c'est peu quand même. Ouais, mais c'est énorme aussi pour certains patrimoines, parce que c'est patrimoine net total, immobilier compris, pas que financier. D'ailleurs, tiens, tu as une bonne question, je pense, je pense. La répartition que tu vois bien, toi, alors peut-être pas pour le très très gros, mais pour celui qui démarre, quel est un peu l'objectif à atteindre? Alors forcément, ça dépend de l'appétence au risque, mais voilà, moi je sais que sur Instagram, j'ai mis mon patrimoine objectif, tu vois. Ouais, avec les diversifications et les diversifications dans les diversifications, ce qui fait une allocation globale assez... Je dis souvent que ça dépend des objectifs. Il y en a qui vont se dire, moi, à 50 000 euros, j'ai fait ma vie, je peux vivre comme ça jusqu'à la fin, je ne prends pas d'autres risques. Donc, il n'y a pas forcément une stratégie très risquée à mettre en place pour gagner ça, par exemple. Ça dépend également du capital de départ. Mais moi, je me dis, alors, si vraiment on veut profiter de tout ce qui se passe, parce que là, on est dans une aubaine aussi, c'est qu'il y a de l'argent qui sort de tout, de nulle part, et qu'il a augmenté les classes d'actifs mécaniquement. Et c'est aussi pour ça que l'immobilier dans les métropoles augmente aussi, parce qu'il y a derrière des gens qui peuvent acheter, donc ça fait monter les prix, même si on est déjà à des prix très élevés. Donc, diversifier au maximum. Moi, mon exemple, c'est que je suis quand même assez présent sur l'immobilier parce qu'il y a l'effet de levier qui est derrière. Donc forcément, ça décuple les performances futures. Et mais c'est en brut. En net, forcément, tu es plus faible parce que tu fais du levier. Ouais, non, mais je veux dire, le levier va te profiter forcément de ton net, parce que tu as du cash flow derrière. Dans le temps? Ouais, dans le temps, mais tu peux par exemple même faire seulement 500 euros de cash flow en n'ayant mis aucun apport sur un crédit. Ton effet de levier, il est considérable, tu vois. Ah bah c'est clair, je suis d'accord. Donc c'est ça l'effet de levier. Et il y a un terme important en fait dans la finance, c'est time is money, c'est-à-dire le temps, c'est le temps qui va faire l'argent. Donc l'effet de levier, il va être sur 10, 15, 20 ans, et ça va t'apporter de l'argent dans la durée en fait. Et bien sûr, si tu as bien acheté, tu vendras bien, et c'est là que tu vas récupérer dans ce coup ton argent. Et là, quand tu prends le taux de rendement interne de ce type d'effet de levier, il est considérable. Enfin, ça n'a rien à voir avec la bourse, quoi. Même un studio en meublé, tu peux avoir un effet de levier, un TRI de 30 à 40% en ayant pris un crédit, même si tu avais mis 5 000 euros d'apport. Donc, moi, par exemple, je suis en location courte durée. On va flirter à peu près autour des 20%, peut-être même 25%, voire même plus. J'attends la saison de l'été surtout, tu vois, et j'attends le Covid aussi. Et je te parle de 20% dans la période 2020. Donc, tu parles d'une rentabilité, c'est-à-dire que tu te bases sur un prix d'achat. Ouais, donc voilà, c'est ça. Mais par rapport à ce que tu as mis en apport sans utiliser. Voilà, et c'est là. Et moi j'ai fait un apport. Moi j'ai fait un apport de 1300 et j'ai levé 130 000. Donc j'ai fait x100, tu vois. Alors, donc 25% x100, ça commence à faire beaucoup. Alors, le TRI, tu vas le prendre, tu vas dire, voilà, j'ai mis 1300 euros. Combien tu as gagné dans l'année? Si tu as gagné 10 000, bah, c'est pas compliqué. Tu as fait x 1000. Bah ouais. Donc, enfin, x 1000%. Donc, c'est ça, en fait, le TRI. Ouais. Donc, sur le LCD, si tu as mis 1300 euros d'apport et que tu en fais gagner 10 000, même les marchés financiers font pas ça. Donc, ça, il faut l'utiliser. C'est ça. En premier lieu. Alors, la LCD ou autre, c'est des stratégies différentes, mais
même si on ne va pas plus loin, un particulier lambda, qu'il achète de l'immobilier, même s'il le met en location nue, et qu'il a profité de cet effet de levier, il va déjà avoir un TRI sur son apport qui est conséquent en fait. Même après la fiscalité, au final, il sera beaucoup mieux que les 8 à 10% par an qu'on peut avoir. C'est sûr, mais c'est bien pour ça qu'on a fait cette room, hein, c'est pour qu'est-ce qu'on fait du cash flow. Et du coup, comment tu répartis? L'immobilier, tu le mets à combien? Après, on est français, on aime beaucoup l'immobilier. Ça va dépendre de ton endettement, mais tu prends un endettement classique, l'immobilier va quand même représenter facilement 50-60% de ton patrimoine. Ouais, c'est ce que je me suis noté, je suis content, j'ai gagné des points. Voilà, c'est ça. Après, forcément, les marchés financiers, puisque c'est liquide, donc c'est quelque chose aussi que tu peux récupérer facilement. Donc, moi, je dirais que les marchés financiers, je mettrais donc 60% d'IMO, je mettrais à peu près 10, 15, voire 20%. Donc, vous voyez, ça dépend de ce qu'on veut faire derrière. Moi, par exemple, je suis à 60 et je suis à 15% sur le financier, sur les marchés financiers. Après, derrière, je suis quasiment à... Mais quand tu dis les financiers, il y a les actions, le cash, les commodités, les matières premières. Non, quand je dis sur le financier, on va être sur les actions. Actions, d'accord. Voilà, les actions. Donc, c'est ce que j'ai mis aussi. Je suis pas mauvais. Les SICAV, enfin tout ce qui est lié au marché financier, actions. Après, moi je suis à peu près 10% sur du crowdfunding. Alors après, j'ai plus de 150 souscriptions différentes. Hein, j'ai extrêmement bien diversifié. Donc ça, après, je crois qu'il y a 15 plateformes en tout. Donc ensuite, les matières premières, je dois être à, je sais pas, aujourd'hui 2-3% sur les matières premières. Après, les cryptos, je dois être aussi à 2-3%. Et puis, bien sûr, j'ai du cash. Je dois avoir 10-15% de cash. Après, quand je dis cash, c'est vraiment cash qui rapporte rien. Sinon, non, les actions, c'est du cash parce que c'est disponible. C'est disponible, mais c'est pas... Voilà, c'est liquide. Les actions dans la finance, c'est liquide. C'est-à-dire que c'est disponible. Tu peux vendre à tout moment, tu récupères ton pognon. Après, tu as une perte ou tu as un gain. Mais c'est liquide. Donc, ok. Là, on boucle, on n'est pas loin de 100%. Voilà, donc après, tu peux avoir l'investissement plaisir, la voiture ou autre. Alors, moi, j'ai 2 voitures classiques que je me suis refusé de faire des crédits conso pour justement l'effet de levier du crédit. Mais ça ne représente pas des gros montants. Mais dans la poche placement, on va dire que c'est comme ça que je répartis mon allocation, on va dire. Voilà. Ok. D'accord, ben écoute, merci beaucoup. Je pense que là, c'est pareil, c'est intéressant pour tout le monde de savoir ce qui fait du sens pour un professionnel, déjà pour sa gestion personnelle, et plutôt un bon conseil. Bon, moi, je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions. N'hésitez pas. Sur Instagram, t'as quelque chose? Sur Instagram, non, il y a juste Alex qui dit que c'est très intéressant. Et je trouve que ça l'est tout autant, ouais. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, oui, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de... Je ne vais pas aller sur des parts de des choses comme ça, des trucs qui sont extrêmement techniques, qui ne rapportent pas grand-chose. En fait, vous avez déjà vous avez déjà toutes les clés là, pour aller sur, on va dire 6 ou 7 classes d'actifs différentes. Partez du principe que pas pour les matières premières, mais pour les cryptos, moi c'est mon avis, mais vous dites voilà, c'est un pari. C'est comme si vous étiez au casino pendant 1 heure et que vous ressortez de ma vie. Moi, je pars là-dessus. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas le sujet, enfin un petit peu, mais je ne le maîtrise pas à 100%. Mais je me dis, si par exemple, il y a une vague énorme qui arrive, et c'est ce qui se passe depuis quelques mois, alors moi je suis dedans. J'ai pris le train, et la psychologie des foules, elle sera avec moi, je ne serai pas dans le FOMO ou dans le truc comme ça, comme beaucoup de personnes, en disant merde, j'ai raté le train, et c'est encore pire en fait. FOMO, Fear of Missing Out, c'est d'avoir l'impression de rater l'opportunité, et finalement, on rentre trop tard. Exactement. Isis, bonsoir. 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 Merci déjà à tous déjà merci Cyril pour toutes les explications que vous nous avez données ce soir, c'est top. Oh, de rien. Merci. Merci Cyril au carré du coup. Non, merci, ça fait toujours plaisir d'échanger avec des gens qui pensent comme nous, parce que moi dans mon métier, j'ai pas forcément des collègues qui pensent comme nous, crypto pour eux. Même dans la banque, t'as pas des gens... Même à ce niveau-là, c'est compliqué, les gens sont très cartésiens, ils sont très formatés sur les actions, l'assurance du classique, mais ils vont pas aller sur des produits un petit peu plus... Voilà, crowdfunding, pourtant ça existe depuis un moment. Bah non, c'est toujours pas très ancré. Ils se disent que vu qu'on ne le propose pas, on n'a pas à aller s'y intéresser. Donc c'est un peu dommage. Donc moi, ça me fait aussi plaisir d'être là pour échanger sur ce type de domaine et puis de voir qu'on n'est pas tout seul à aller sur ce type de domaine. Toi, Isis, t'es très très immobilier, je crois. Alors moi, j'ai plus
60% de mon patrimoine qui est sur l'immobilier. Je suis aussi sur les marchés financiers, donc les actions, les ETF, les cryptos. Voilà. Et par contre, donc je ne suis pas du tout sur l'or, donc c'était extrêmement intéressant pour moi de voir un petit peu comment vous l'anticipiez. Et par contre, ma question moi, est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible que l'on fasse un focus, un de ces jours, sur le crowdfunding IMO et puis entreprise, parce que j'ai cru comprendre que vous investissez sur 15 plateformes et je trouve ça juste génial et je ne connais pas du tout. Bah après, alors, sans les citer, mon objectif c'est pas faire de la publicité ou du parrainage comme certains font. J'avais analysé à l'époque énormément de plateformes et j'avais suivi 2-3 personnes qui le faisaient à l'époque sur internet. Puis après je me suis mis proposé, mais surtout que moi je connais les montages financiers qu'il y a derrière. Des fois il y a de tout et des fois il y a des choses au top qui sont bien rémunérées. Moi j'ai toujours fait en sorte, j'ai pas eu ça fait 4 ans maintenant, j'ai jamais eu de sinistre, de faillite, de non-remboursement parce que j'ai toujours choisi des cautions par exemple de chefs d'entreprise, etc. sur le crowdfunding. Il y en a beaucoup qui vont mettre des cautions personne morale, mais si la personne morale est déjà une société à responsabilité qui a eu 1000 € de capital, bon, ça sert à rien d'avoir une caution. C'était comme ça. T'es assuré sur 1000 € à hauteur de ton pourcentage. Ils sont obligés d'être transparents sur les montages et des fois, en investissant 1000, 2000 ou même 5000, je regarde pendant quand même 10 à 15 minutes le montage et puis après je regarde et j'y vais. Ça, je pourrais sur une autre room vous expliquer un peu sur quel point il faut être vigilant, etc. Et quel est le risque. On va organiser ça. Donc, ce serait top. On va organiser ça peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. On va s'organiser ça. Donc là, je suis super intéressant. Je suis 2 semaines en confinement avec mes enfants, mais je pourrais trouver, alors peut-être un peu plus tard dans la journée, Isis aussi. Vers 20h, 20h30, voire 21h, pour avoir le temps d'expliquer. Après, l'idéal dans une room, c'est pas évident d'expliquer. Le mieux, c'est d'expliquer avec un tableau et comment ça fonctionne. Surtout, puisque en fait, c'est un emprunt obligataire qu'il y a derrière, mais avec plusieurs rangs. Donc, les banques sont prioritaires, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs rangs, donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne sur un paperboard, comme on dit. Voilà. Prendre un exemple tout simplement sur un site d'une vente en cours et puis on l'analyse ensemble, par exemple. Puis moi, je pourrais vous dire les points d'attention qu'il faut avoir sur tel ou tel projet. Top. Ah ben ça peut être fait avec chacun devant son téléphone aussi ou devant son ordinateur. Ouais, on peut dire, allez, on va sur, par exemple, Omnity ou Crowdfunding, on prend le premier projet, puis on l'analyse ensemble, et puis moi, je peux vous dire, avec l'expérience que j'ai, mon expérience, c'est bien, c'est pas bien, il y a eu mieux, il y a, voilà, l'environnement, il est risqué, etc. Ok. Eh ben écoute, moi je trouve ça super intéressant. Ça fait 1h20 qu'on est dans la room, il n'y a pas eu de questions à part l'ouverture sur une prochaine room, donc je pense qu'on va aller dans ce sens aussi. Merci Isis. Et j'espère que ça pourra aussi intéresser d'autres, je pense que ça intéressera d'autres. En tout cas moi ça m'intéressera. Et du coup, je crois qu'on va clôturer comme ça, on a déjà fait un bilan, donc c'est bien, tu nous as même été jusqu'à partager quelque part ta propre répartition. Donc merci beaucoup Cyril pour le partage et pour ton temps, parce que ça fait presque 1h30. Sans compter la préparation. Je vais aller préparer mes valises. Il faut rentrer parce que. Et pour aller en confinement là pendant. Il faudrait te confiner. J'ai une grande expertise là-dedans. Moi, ça fait 4 semaines que je suis dans le truc. Ok. Écoutez, merci à tous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Flo pour l'initiative. Merci à Cyril pour ses réponses. Merci à vous aussi. C'était super intéressant et moi je vais vraiment me pencher sur l'or et puis la bourse, il faut que je relance. J'ai des actions depuis un moment mais j'avais laissé complètement tomber. On en parlait ça en plus. Ouais, on en avait parlé, il faut que je relance, mais moi je suis vraiment ultra passif, j'achète et je regarde même pas ce qui se passe. Bon, si tu fais ça depuis quelques années, ça t'es profiteur normalement. Mais ouais, j'y suis. Ça aurait été en 2008 ou 2002, même 2012, laisser traîner certaines actions, des fois ça peut être catastrophique. C'est vrai. Mais bon, après, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin, donc après, c'est pas trop grave. Mais il faut que je me. Ouais, ça m'a vraiment botté pour me relancer, donc on va se pencher là-dessus. En tout cas, encore merci. Merci, à chaque fois, c'est ultra. Merci à vous. Moi, je vous laisse. Et puis, une prochaine fois, là. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, et puis bonne semaine à vous alors. C'est ça. Et si vous êtes, juste un dernier mot, si vous êtes arrivé en cours de room, moi j'ai enregistré sur mon PC l'échange, donc ça sera disponible en podcast, en format podcast
très bientôt et je vous le partagerai sur mon profil Instagram. Et puis, vous Et pourrez... le plus simple, si vous avez d'autres questions, vous avez des idées de room, des questions que vous voulez qu'on apporte, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est là encore qu'on est le plus facilement atteignable. C'est ça. Donc c'est dans les profils, vous appuyez sur sur les petites pastilles, View Full Profile, et il y a les Instagram qui sont marqués en bas. Cyril, j'ai vu que le tien n'y était pas. Oui, alors j'essaye d'être toujours un peu discret par rapport à ma profession, mais si après, vous pouvez m'ajouter passer par moi ou Florence. Voilà, ou même m'ajouter en ami et on peut échanger même à titre personnel. Moi, je partage régulièrement, j'aime bien ça. Et puis bon, bien sûr, si j'ai le temps au moment où vous me posez la question et que j'ai pas mes enfants dans les jambes, comme on dit. Mais des fois, voilà, j'ai un peu de temps et ça me fait aussi plaisir d'échanger et puis aussi d'apprendre des choses. On apprend toujours. Donc, Super. Donc n'hésitez pas à me donner un ami s'il faut. Et puis maintenant Clubhouse, puisque maintenant j'ai la première fois là que je faisais une room. Ta première room, t'es directement en intervention, quoi. Voilà, donc je trouve que le format est super. Ouais, c'est génial. Et pour partager, c'est super. Merci à tous et bonne soirée. Et 19h25, 1h25 de room, c'est super. C'est pas mal, ouais. Allez, au revoir. Allez, ciao. Ciao. À la prochaine et bonne fin de journée.